Investissement, épargne, action, obligation, marché sont les mots qui reviendront régulièrement sur ce plateau, tout simplement parce qu'amis jeunes, vous êtes à votre tribune Expression Jeune. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est l'investissement boursier. Quel intérêt pour la jeunesse? Nous avons donc sur ce plateau un invité spécial qui est passionné des finances dans le domaine de la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Monsieur Touré Aboulaye, merci d'être sur le plateau. Vous êtes titulaire d'un master en finance des marchés et responsable d'une structure spécialisée dans plusieurs domaines de la finance. Apporteur, c'est ça? Oui. Rapporteur d'affaires. Et vous êtes également conseiller en investissement boursier depuis 2 ans. Alors dites-nous comment vous êtes arrivé à faire de cette passion votre métier. Ok, merci madame pour l'invitation et pour la question que vous me posez. Ok, nous sommes arrivés personnellement à cette passion et date du lycée. Depuis tout petit, je suis passionné par les chiffres. Et je me rappelle, en classe 3e, j'avais un professeur qui me parlait toujours de bourse. Et sans m'en rendre compte, il m'a fait épouser les marchés boursiers. Et quand j'ai eu le bac et que je suis venu en Côte d'Ivoire pour l'université, et on m'a parlé des marchés financiers, j'ai dit, mais tiens, et voilà, j'ai trouvé la passion que mon professeur m'a toujours parlé. Et je suis parti à la BRVM. C'est comme ça, je dirais que l'amour sur cette structure et sur les marchés financiers ont commencé. Et je me suis dit, bon, après l'obtention du master, il faut que je véhicule les opportunités de ce marché, car il y en a énormément, mais ils sont mal exploités, ils sont pas, le grand public n'est pas au courant de ces opportunités. Vous avez parlé du grand public, on sait que dans le grand public, les gens connaissent les banques, où on parle d'épargne, mais dans les bourses, le marché boursier, on parle d'investissement. Quelle nuance faites-vous entre ces deux mots, épargne et investissement? D'accord. Quand vous épargnez, souvent les structures financières, bon, notamment les banques, elles vous proposent des comptes d'épargne dans lesquels vous pouvez obtenir un taux de rendement qui tourne autour de 3,5%. Mais quand vous parlez de ça, c'est un marché financier mais bancaire. D'accord? Maintenant, nous avons les marchés financiers mais de la bourse où on vend des actions, des obligations. La différence, c'est quoi? Quand vous investissez via la bourse, vous donnez votre argent à des structures financières et à des entreprises, à l'État, pour que l'État travaille avec votre argent et en fin d'année, on vous rémunère. Et là, la rémunération est au-delà de ce que proposent les banques, plus de 3,5% selon les entreprises et selon le mode de gestion de votre investissement. Nous savons que en ce qui concerne l'investissement boursier, de façon générale, ce sont les entreprises qui font ce genre d'activité. À l'école, vous l'avez dit qu'on en parle. Alors, comment pouvoir intéresser le jeune, l'individu, à pouvoir investir sur le marché boursier, de quel marché boursier il s'agit? Et puis, si nous tenons compte de la culture africaine qui ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est investissement, surtout pour les jeunes et les jeunes femmes également. Alors, comment pouvoir motiver la jeunesse à pouvoir investir? Merci pour la question. Avant de répondre, on doit corriger quelque chose. La bourse n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. La preuve, il y a des actions, il y a des produits financiers qui sont à la bourse qui coûtent moins de 100 francs. D'accord? Quand je parle, ça étonne certaines personnes. Tout individu, quelle que soit votre réalité socio-économique, quelles que soient vos épargnes, la bourse vous ouvrira ses portes si vous partez vers elle. Seulement, il faut connaître les acteurs et connaître le mécanisme qu'il faut suivre pour investir à la bourse. De quel mécanisme s'agit-il? Très bien. Pour investir, il y a, comme je disais tantôt, il y a des acteurs. Il y a des techniques d'investissement. Les acteurs, je vais en citer quelques... On parle de processus là? Oui, du processus d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation, qui font l'intermédiation entre la bourse et l'investisseur lambda. Vous partez auprès de ces structures, vous ouvrez ce qu'on appelle un compte d'investissement, mais on appelle ça communément un compte titre. Vous déposez vos épargnes dedans, mais je précise bien les épargnes, pas de l'argent qui vous sert de vivre au quotidien. Vous déposez votre épargne dedans et vous leur confiez. Pendant combien de temps?
Et le temps vous incombe, c'est à vous de voir. C'est selon vos objectifs de placement et selon la rentabilité et aussi selon le produit acheté. Donc c'est pour ça, pour un départ, pour un profane, pour celui qui ne maîtrise pas du tout, vous conseillez et vous confiez votre investissement aux experts de la EGI et vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans et vous allez voir que les rendements seront vraiment très intéressants. Et il y a même aussi des fonds communs de placement pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout le système financier, comment tout se passe. À partir de 10 000 francs, vous pouvez commencer. Pour un jeune qui investit 10 000 francs par mois pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Il investit dans quoi? À la bourse, en achetant des actions, des obligations. Mais une action, c'est quoi? Une action, c'est un titre de propriété qui vous donne des droits. Vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une entreprise. Pas 100% bien sûr, à la hauteur de votre apport. D'accord? Donc cette entreprise a l'obligation, en fin d'année, de vous rémunérer des dividendes. Ça, c'est lorsque vous avez une gestion très passive de votre investissement. D'accord? Très bien. Et vous investissez aussi via les parts de fonds communs de placement. Là, vous ne savez pas quelles sont les actions ou les obligations que vous achetez. Ce sont les experts qui se chargent de constituer un portefeuille d'investissement pour vous. Attendez 1 an, voire 10 ans. Pour un exemple, je connais une personne qui a investi en 1999. C'est longtemps. Il était très jeune, il avait fini d'étudier, il a investi en 1999 1 million, mais en 2014, il tournait autour de 50 millions, plus de 50 millions. Et quand les gens voient la bourse, ils ont l'impression que bon, c'est réservé à une catégorie de personnes, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a les produits pour tout type d'investisseurs, il y a la technique pour tout type d'investisseurs aussi, on est d'accord, mais il faut aussi la formation qu'il faut. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui investissent en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, surtout la gente féminine? Ok. Bon, vous revenez beaucoup sur la gente féminine, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que je vois dans le public, il n'y a pas assez de femmes. D'accord. Il y a de jeunes femmes, elles sont 4, bon, plus d'une vingtaine de personnes sur 4. D'accord. C'est quand même inquiétant. C'est très inquiétant. D'accord. Les statistiques ne sont pas du tout intéressantes dans ce domaine. D'accord. En ce qui concerne l'investissement, pas les femmes, l'investissement. Il y a moins avec la jeunesse. Avec la jeunesse et même au-delà de la jeunesse. Les statistiques nous ont montré que moins de 2,5% de la population de l'espace UEMOA s'intéresse au marché financier. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est le manque d'information et le manque d'éducation financière. D'accord. C'est vraiment un problème. Et au même moment, la bourse est classée 6e en Afrique. Ce n'est pas rien, avec une capitalisation qui tourne autour de 7 000 milliards. C'est énorme. Et qu'est-ce que vous faites pour encourager les jeunes à pouvoir investir dans la bourse? Très bien. C'est faire des formations, leur informer. Parce qu'ils croient que c'est réservé pour une catégorie de personnes. Et leur proposer des produits qui répondent à leur situation socio-économique. C'est-à-dire? D'accord. Vous prenez un exemple. Nous avons des produits, nous, dans notre entreprise, nous avons conçu des produits qui répondent à leur réalité, que nous appelons Tonti-Bourse. Et à part ça, il y a les fonds communs de placement qui commencent en règle générale à partir de 5 000 francs ou 10 000 francs. C'est à la portée de tous les jeunes. On est d'accord? À la portée de tous les jeunes. Donc, il y a des produits adéquats pour les jeunes, quel que soit leur, parce qu'ils n'ont pratiquement pas de revenus. Mais ils peuvent se forcer au moins, ne serait-ce que 10 000 francs par mois, acheter un fonds commun de placement, oublier cet argent pendant 3 ans. Et après ces 3 ans, constituer une entreprise, si je peux me permettre. Ils peuvent passer par la bourse, s'ils sont patients et s'ils s'efforcent au moins à investir ne serait-ce que 10 000 francs par mois. Quand on vous écoute, on se dit tout de suite que les jeunes gagneraient à investir dans la bourse. Oui, pour pouvoir s'épanouir? Oui, effectivement. D'accord. Alors, nous allons passer au deuxième volet de cette émission, c'est-à-dire prendre le temps de connaître le public qui est juste à côté de vous. Après, on reviendra à vous pour pouvoir poser des questions. Alors, nous avons M. Kitououj, qui est ingénieur statisticien. Ambroise, c'est bien ça? Alors, vous êtes économiste également. Alors, vous êtes contre le sujet, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a trop de risques à pouvoir investir dans le marché boursier. Évidemment. Oui, on vous écoute. Oui, je répète, je suis Kitououj Ambroise, ingénieur statisticien économiste. C'est important. Très important. Votre nom. D'accord, allez-y. Oui. On vous écoute.
D'ailleurs, la culture africaine est antinomique à la bourse. Ajouté à cela, on a des exemples passés comme la crise de subprime aux États-Unis en 2008. Donc, je vois que les marchés financiers, on a d'énormes risques. D'ailleurs, à titre d'exemple, les risques spécifiques et les risques systématiques du marché. C'est-à-dire spécifique, systématique. Les risques systématiques. Les lambda qui ne connaît pas tout ce qui se passe sur le marché boursier, il faudrait en savoir plus. D'accord, madame. Allez. Les risques systématiques sont des risques que contracte toute personne qui exerce sur un marché financier. Du coup, que vous avez pris un actif sur le marché financier, vous contractez les risques systématiques. Mais les risques spécifiques, c'est relatif à la constitution de votre portefeuille du marché. C'est relatif au choix des actifs que vous faites sur le marché. Donc, comme son nom l'indique, c'est spécifique à chaque acteur du marché, au fait. Donc, au regard de tous ces risques, vous conseilleriez aux jeunes citoyens ivoiriens pauvres de mettre Et africains. de mettre leurs petites ressources encore sur ces marchés dont les risques énormes sont endémiques. C'est ce pourquoi je déplore l'investissement à la bourse. D'accord. Vous allez passer le micro à quelqu'un qui, lui, il est pour. Il s'appelle Amel Franck Angèle. Il a fait du marketing. Alors, on vous écoute. Pour vous, vous avez fait des recherches dans le domaine des finances. Oui. Ce qui vous donne la latitude de dire que vous êtes pour. Donc, vous allez contre Monsieur Kitoou. C'est bien ça? Oui. Ambroise, vous allez vous lever pour qu'on puisse vous voir. Oui, je vais... Pour être dans les finances, dans la bourse, il faut s'habiller magnifiquement comme ça. Parce que vous êtes magnifiquement bien habillé. Merci beaucoup, madame. Hein? C'est important? Pas forcément, mais je pense qu'il faut être toujours présentable en tant que jeune. Il faut faire envie aussi, quoi. D'accord. Alors, vous êtes pour, on vous écoute. Oui, je suis pour. Il va vrai dire que la bourse m'a toujours fasciné depuis le corps, parce que j'aime les chiffres. Et quand j'étais au lycée, j'ai voulu faire la comptabilité. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire cette formation en marketing. Et je vais à l'encontre des propos de monsieur Kitoou Ambroise. Comme je disais, la bourse m'a fasciné depuis longtemps. Et j'ai fait des recherches. Et je pense qu'on a même l'un des plus riches du monde appelé Warren Buffett. C'est à partir de la bourse qu'il a tiré sa fortune. Donc je me suis dit, mais pourquoi cet homme, à partir de la bourse, on parle de Bill Gates par Microsoft, on parle de certaines personnes à partir du pétrole, mais lui, uniquement, c'est à partir de la bourse qu'il a pu générer sa fortune. Alors comment a-t-il fait et quels sont les avantages? Et après des recherches, j'ai vu que la bourse peut intéresser tout le monde. Tout le monde. Il faut dire que la question que je veux poser à monsieur Touré Aboulaye. Vous allez poser plus tard parce que nous sommes juste en train de prendre le pôle du public. On aura le temps de poser la question. Moi, plutôt, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que le fait d'avoir les moyens financiers vous donne la latitude de vous dire que vous avez le pouvoir? Et de quel pouvoir s'agit-il? Bon, avoir les moyens financiers ne veut pas dire forcément que nous avons le pouvoir, mais nous sommes à l'abri de plusieurs choses. Parce que si vous avez, par exemple, un parent qui est souffrant, si vous n'avez pas les finances, vous ne pouvez pas. Nous savons que l'argent répond à tout. Hein. Donc je pense que quand même l'argent, c'est quand même quelque part aussi le pouvoir. D'accord, on va passer le micro à M. Kwame Alphonse, qui lui, il est contre. Il est contre parce qu'il pense qu'il y a le phénomène de... Le phénomène de placement d'argent. Oui. Voilà, moi je suis contre le système qui est expliqué par M. Touré, parce que, bon, vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu le système de placement d'argent qui a été une grosse arnaque en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas eu d'issue. Donc, avec le système boursier qui vient de se mettre en place, si les choses ne sont pas expliquées en fond, on risque encore de tomber dans ces systèmes qui ont créé du tort à beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, voici pourquoi je suis contre le système. On passe le micro à Conan Thierry, qui est commercial. Et lui qui pense que c'est une très bonne opportunité de parler de l'investissement boursier, quel intérêt pour les jeunes, parce que ça permet de démystifier ou bien de mettre au grand jour
ce qui était caché auparavant. On vous écoute. Je vous remercie. Tout à l'heure, mon frère a parlé de placement d'argent. Je viens là vous dire encore une chose. En ce qui concerne les investissements en bourse, il n'y a rien de mystique dedans. D'abord, venez vous informer. En ce qui concerne les placements d'argent, et si on veut bien voir, certains pensaient croire que c'était de la bourse. Ce n'est pas de la bourse. Ça n'a jamais été des investissements en bourse. Là, ça, c'est une information que vous apportez. Là, je vous informe. Okay. Pour mieux connaître et comprendre la bourse, il y a une seule porte. L'information et la bonne formation. Si vous ne venez pas, vous ne saurez pas qu'il y a des actions qui coûtent moins de 100 francs. En fait, c'est peut-être utopique, mais c'est vrai. Merci pour l'information. Maintenant, on va vous écouter. Pourquoi vous êtes contre? Vous êtes pour plutôt? Je suis pour les investissements en bourse parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. Je connais beaucoup de personnes qui s'adonnent à ce qui n'est pas légal. Je parle du système de brouteur. Certes, ils veulent avoir de l'argent pour être à l'aise, pour aider leur famille. Mais laissez-moi vous dire, la bonne porte, c'est de s'intéresser à la chose boursière. Qu'est-ce que le jeune gagnerait à pouvoir s'investir là-dedans? D'abord, il serait informé en ce qui concerne d'abord une formation sur les finances parce que la bourse, ce n'est pas seulement venir ramasser de l'argent. Même si Jack Ma dit que la bourse est un puits d'argent, mais écoutez, ce n'est pas un endroit où on met un souhait et on puise. Il y a une formation en ce qui concerne les finances. Et lorsque tu auras la formation, même avec ton entreprise, tu sauras comment gérer même tes finances. Donc, je peux inviter tout le monde à venir s'intéresser à la chose boursière et savoir désormais, quand il va en bourse, à la banque, excusez-moi, déposer son argent et que le banquier lui dit, bon, moi, je te donne 3,5% mais comme ça, disons par mois ou par trimestre, il sait ce que ça veut dire et il sait où son argent est parti. Même si le banquier dit que je vais travailler ton argent, mais comment? Dans quel endroit? Mais il y a des risques aussi. On peut perdre Je aussi. sais. Il y a des risques sur un point. Si tu n'es pas formé, si tu n'es pas informé, et parce que c'est pas parce que c'est un puits d'argent, comme dit Jack Ma, et que tu vas venir et tu te lances. Non. Viens à la bonne porte, avoir la bonne information et la bonne formation pointue. Après quoi, je crois que tu sauras maintenant quoi faire. Je me rends compte que vous êtes plus passionné que notre invité. Moi, je veux faire ça ma vie. Ok, nous allons passer le micro à Sila Soumaïla, qui est économiste. Lui, il pense que pour des raisons de religion, ce ne serait pas bon de s'investir en tant que jeune dans cette histoire de bourse régionale des valeurs immobilières. C'est ça. Ouais, je vous écoute. Vous savez, dans la région, à la bourse, on parle de trop de taux d'intérêt. Or, chez le musulman, le taux d'intérêt, c'est pas légal. Voilà, c'est ce qu'on appelle le riba. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop pour la bourse, surtout au niveau des taux d'intérêt. Voilà. Wedje Joseph, vous êtes technicien en gestion de la mobilité de la communication, GSM, je prononce bien. Alors, vous êtes pour, parce que vous estimez que ça vous permet de vous épanouir financièrement, et vous êtes aussi autonome, c'est-à-dire indépendant dans tous vos faits et gestes. Depuis belle lurette, nous fait croire que la bourse est dangereuse. Mais il y a les hommes de ces pays qui ont investi à la bourse. Et aujourd'hui, ils ont des mobiliers qui poussent partout. On ne peut pas faire tout la même chose et espérer avoir un résultat différent. C'est vrai, aujourd'hui, je suis dans une boîte de télécom, mais je veux être indépendant financièrement. Et vous aurez pu travailler à la RTI et puis être indépendant. Vous aurez pu être producteur de médias, enseignant et puis être indépendant. Mais aujourd'hui, je suis dans une boîte de télécom. Vous aimez beaucoup l'argent, c'est ça? Où il y a... Ça vient. Effectivement, en fait, on a... Où il y a le brassage d'argent, vous aimez ça? on peut dire ça. Le micro, vous... On a l'épargne qui est stockée à la banque. Et moi, je pense qu'on peut prendre une partie de cette épargne, investir à la banque. Afin qu'à long terme, ou bien à court terme, on peut nous-mêmes créer une entreprise pour ne pas dépendre des autres. D'accord. On va retrouver une dame, Yoann Marie-Paul, elle est assistante de direction. Elle est pour, parce qu'elle pense que investir dans la bourse des valeurs, c'est une opportunité pour elle de se prendre en charge, d'être libre de ses mouvements. On l'écoute. Merci madame. Moi je suis pour la bourse parce que la bourse nous permet en tant que jeunes d'être indépendants financièrement. Parce qu'en investissant à la bourse, tu peux créer des entreprises comme il a si bien dit et être indépendant, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et qui vous a conduit là-bas, dans ce domaine?
C'est M. Wedje qui m'a conduit à la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là particulièrement? Bon, il m'a dit qu'il y a une entreprise... C'est votre bon ami, c'est votre compagne, c'est votre homme? C'est mon homme. Ah, on l'applaudit. Ça veut aussi dire que la jeune femme ne peut pas toute seule prendre l'initiative du parti. Il faut toujours les hommes pour les accompagner. C'est un domaine qui n'est pas connu par les femmes, qui n'est pas exploité par les jeunes femmes. Alors, oui, on vous écoute pour la suite. Hein. Il m'a conduit à la bourse. Il vous a convaincu? Oui, il m'a convaincu. Il m'a dit d'aller à la bourse, que la bourse nous permet d'être indépendants. Et je suis allée à la bourse. Hein? C'est lui-même qui m'a donné de l'argent pour investir. Et aujourd'hui, je pense que c'est très bien pour les jeunes. En tant que jeune fille, il ne faut pas toujours dépendre d'un homme. Bien vrai que les hommes nous conduisent, mais étant là-bas aussi, il faut investir pour être indépendant. Une question indiscrète, qu'est-ce qui vous arrive de temps en temps qui vous demande un peu de lui prêter de l'argent, de lui donner de l'argent? Non. Parce qu'il vous a donné l'opportunité d'investir? Non. Il ne vous demande pas de prêt? Il ne me demande pas de lui prêter de l'argent. D'accord, on va l'applaudir. Alors, nous avons fini avec la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire que nous avons eu le temps de connaître quelques membres du public. Alors, je vous offre sur ce plateau d'argent, comme j'aime bien sûr le dire, parce que nous avons une table argentée. Notre invité principal, M. Touré Aboulaye, pour les questions, les préoccupations qui vous animent maintenant. On commence par qui? Allez-y. La question que j'aimerais poser, est-ce que la bourse est réservée pour une catégorie de personnes que je peux qualifier d'initiés? Et une autre question, de par vos formations, comment pourrais-je investir de par moi-même à la bourse? Je vous remercie. Ok. Monsieur Touré. Ok, merci pour la question. La bourse, comme je l'ai dit tantôt, est l'endroit le plus démocratique dans le domaine financier. La bourse n'est pas réservée pour une catégorie de personnes, mais il y a des principes qu'il faut connaître et il y a des acteurs qu'il faut connaître pour y investir. Il y a d'abord les EGI. Après la EGI, il y a la bourse elle-même. Vous partez à la EGI, vous ouvrez un compte, ce qu'on appelle un compte titre. Vous déposez vos épargnes. Si vous maîtrisez, bien sûr, l'investissement, vous donnez des ordres, la EGI exécute. Dans le cas échéant, vous confiez vos épargnes à la EGI, elle se chargera de gérer vos épargnes et va vous informer de la constitution de votre portefeuille et en fin d'année, vous rémunérez à la hauteur de l'obtention des dividendes ou des plus-values qu'ils auront eues. Maintenant, nous, les formations que nous proposons, s'il veut lui-même investir, nous faisons des formations basées sur un système d'investissement très agressif, une gestion très active. On leur donne des formules, des méthodes leur permettant de déterminer une valeur intrinsèque de l'entreprise. Et on leur dit, bon, tant que le cours de l'action n'atteint pas la valeur intrinsèque, vous achetez. Et dès que ça atteint ce niveau, vous vendez. On leur donne ces petites stratégies pour leur permettre eux-mêmes, au lieu de confier à la EGI, eux-mêmes de gérer. Parce que mieux vaut gérer son argent que de confier à une personne. D'accord. Okay. On passe à une autre question. Allez-y. Monsieur Kona a essayé de me convaincre sur ma préoccupation, mais je ne suis pas entièrement satisfait. Je voulais relancer la question à M. Touré. On a vécu le système de placement d'argent en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, M. Touré vient sur ce plateau pour nous demander d'aller investir encore en bourse, pendant que dans le temps, les promoteurs du système de placement d'argent disaient aller investir l'argent des souscripteurs en bourse. Et on a vécu une arnaque en Côte d'Ivoire. Je voulais que M. Touré nous éclaircisse sur ce plateau. Quelle est la différence entre le système qu'il est en train de développer et le système de placement d'argent qui a existé? Okay. Voici ma préoccupation. D'accord. Merci pour la question. Et c'est une question qui remue le couteau dans la plaie de la plupart des Ivoiriens. Okay. Et cette question, on nous la pose pratiquement chaque jour. Nous avons fait des enquêtes parce que lorsque ce système a sévi, nous étions encore sur les bancs, mais nous avons fait des enquêtes pour comprendre un peu. Parce qu'on a un problème à la bourse. Les gens ne s'intéressent pas souvent à cause de ce phénomène. Mais les enquêtes nous ont montré que ce phénomène a fait du mal à certains Ivoiriens pour deux raisons. La première, c'est le manque d'éducation financière et par ricochet de l'information qu'il faut. Qui n'est pas dans la culture des Ivoiriens. Qui n'est pas dans la culture, bien sûr. Mais
nous sommes dans un environnement socio-économique ou communautaire où le taux d'analphabétisme tourne autour de 45%. C'est élevé. Où le taux de bancarisation est de 12%. Vous comprendrez pourquoi est-ce que les gens ne sont pas informés? Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas formés. Sinon, un individu qui s'arrête devant vous vous dit... C'est peut-être parce que vous ne jouez pas aussi votre rôle. D'accord. Bon, laissez-moi... responsable de... des affaires boursières. D'accord, j'ai fini sa question et puis je reprends la vôtre. On est d'accord? Pour revenir à sa question, si un individu vous dit, bon, venez chez moi, déposez votre argent, je vous donne un reçu. S'il était formé, il allait comprendre et savoir que nul n'a le droit de faire de l'appel public à l'épargne. Nul n'a le droit de collecter l'argent chez soi sans passer par une structure financière réglementée par le CREPMEF et par la BCAO. Donc, un individu vous dit, donne-moi ton argent, je vais faire, mais quand même. Et il vous propose aussi des taux de rendement exorbitants. Il dit qu'ils peuvent donner 100 voire 200% en un mois. Au même moment, les structures financières qui sont à côté de vous, les banques bien sûr, vous proposent 3,5%, voire 7% pour les DAT. Quand vous regardez ces deux taux, vous devez vous poser des questions. Ça, c'est la première cause, c'est le manque d'information et le manque d'éducation financière. OK. Pour la deuxième raison, c'est un peu la cupidité quand même. La cupidité des épargnants et des promoteurs. Chacun veut gagner énormément sans faire assez de recherche, sans faire assez d'efforts. Il y a d'autres raisons qui sont d'ordre, je dirais, politique et au-delà, mais les deux raisons principales, c'est l'information et la cupidité des épargnants et des promoteurs. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se font coter. Il y a les investisseurs internationaux ont vraiment confiance à la bourse et vraiment il y a des gains, il y a des opportunités chaque jour. Mais le système de placement, ce n'est pas la bourse. Maintenant, vous répondez à ma question, puisque je vous disais que vous ne jouez pas pleinement votre rôle d'informateur. D'accord. OK. Pour cette question, nous faisons quelques efforts quand même. La preuve, aujourd'hui, la bourse vous informe sur la cotation, ce qu'on appelle le bulletin officiel de la cote, ce qu'on appelle le BOC. Vous avez la possibilité via votre téléphone de voir la cotation et aussi la bourse a même organisé des journées d'information à Londres, des journées d'information en France et aux États-Unis récemment. Vous voyez, on essaie de le faire. Mais cette information doit commencer déjà à l'école. Pas au niveau plus haut, déjà à l'école. On doit expliquer aux gens, c'est vrai, il y a les banques, mais après les banques, il y a le marché financier interbancaire, il y a le marché financier monétaire, il y a le marché financier boursier. On doit les expliquer là. Et chaque marché financier, quel est son rôle? Vous donnez des cours dans ce sens? Bien sûr. On donne des formations pour faire la différence et montrer le rôle de chacun de ces marchés. On va prendre une autre question dans le public. OK. J'ai des précisions à faire. La première, M. Conan avait parlé de la bonne formation. Je suis persuadé que quelle que soit la formation que vous avez à la bourse, quel que soit l'intervenant, quelle que soit sa formation, à des moments donnés, il fait des pets. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité de la bourse. Donc, c'est ce pourquoi moi, je suis sceptique du fait de donner mon assentiment d'investir à la bourse. Maintenant, ma question qui s'adresse à notre invité principal, c'est comment il explique la crise de 2008 des subprimes aux États-Unis. OK, merci pour la question. Pour la crise des subprimes, il y a 3 acteurs que nous devons, ou 3 événements que nous devons comprendre et pour comprendre la crise. Il y a d'abord la Fed, qui est l'équivalent de la Banque centrale des États-Unis. Et il y a une crise en 2003, la crise technologique dans les marchés boursiers et américains. Et aussi, il y a eu les attentats de 2001. Donc, ces 2 événements ont fait dégringoler l'économie américaine. Donc, le rôle d'une banque centrale, c'est de stabiliser la croissance économique dans un pays. Donc, la Fed s'est vue obligée de baisser son taux directeur. Le taux directeur, c'est le coût de l'argent. C'est le coût auquel la banque centrale prête l'argent aux banques. OK. Quand on baisse, et au même moment, il y avait... Ça, c'est le premier événement. Le second, c'est le FICO. C'est Fair Isaac Corporation. C'est une entreprise qui est spécialisée à donner des scores aux Américains. Et aux États-Unis, on trouve trois notes.
il y a ce qu'on appelle les primes, qui sont des personnes qui sont très solvables, qui n'ont aucun problème avec les institutions financières. Et après, il y a les Alt-A. Les Alt-A sont des personnes qui, disons, ont un pied dans la solvabilité, un pied dans l'insolvabilité. Il y a les subprimes, qui ne sont pas du tout solvables. Mais ces notes sont proportionnelles au taux d'intérêt que la Fed donne. Plus le taux d'intérêt est bas, plus les notes sont élevées. OK. Donc, lorsque en 2003, la Fed a baissé son taux d'intérêt à 0% carrément, à 0%, les scores des subprimes sont venus grimper. Et au même moment, il y avait l'immobilier, le prix de l'immobilier qui grimpait. D'accord. Le troisième événement sont les titrisations. Maintenant, on revient d'abord sur les scores. Et lorsque le coût de l'immobilier a grimpé, les financiers ont dit, bon, ben tiens, voici une opportunité. Nous allons prendre à la Fed de l'argent très moins cher. Nous allons faire des crédits aux subprimes qui sont déjà éligibles. Tant que le coût de l'immobilier monte, pas de souci. Parce que si un subprime n'arrive pas à rembourser, il peut se refinancer avec notre banque ou même vendre sa maison parce que la maison coûte très cher et rembourser. Tant que le taux directeur est bas et que le coût de l'immobilier grimpe, il n'y a pas de problème. Les banques maintenant qui ont vendu ces crédits ou ces créances n'ont pas gardé ces créances dans leur bilan. Ils ont titrisé. Voici le troisième élément. Ils ont vendu des titres de créances à d'autres banques. Donc, des banques des États-Unis s'est retrouvées dans les banques européennes, dans les banques asiatiques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Fed a remonté son taux directeur. Et quand la Fed a remonté son taux directeur, au même moment, le cours de l'immobilier a chuté. Donc, quand le cours de l'immobilier chute et que le taux directeur grimpe, les subprimes reviennent à leur note d'antan. Donc, ils ne sont plus en capacité de rembourser l'argent. Même si ils revendaient leur maison, ils ne sont plus en mesure de rembourser. Donc, les banques étaient obligées de saisir les maisons. Mais même s'ils vendent les maisons, ils ne peuvent pas rembourser. La dette s'élevait à 5 000 milliards. Mais comme la titrisation c'est devenu, disons, un titre pourri dans les structures financières, c'est qui a engrangé une crise planétaire et une crise économique. Maintenant, pour revenir sur la bourse, on n'est pas à ce niveau. Nous n'avons que 17 ans d'existence. Nous n'avons que 2 produits à la bourse, que des actions et des obligations. Nous ne titrisons pas. Et pas d'emprunt? Nous n'avons que des actions et des obligations, des produits. Emprunt obligatoire, ça n'existe pas là-bas? Oui, si. Des obligations, c'est ce qu'on appelle emprunt obligatoire. Emprunt obligataire. Une obligation, c'est un titre de, comme j'ai dit, un titre de créance. Une action, c'est un titre de participation. La preuve, lorsqu'il y avait la crise aux États-Unis, la BFM a fait son meilleur chiffre d'affaires en atteignant 20 milliards de chiffre d'affaires en un seul jour. Et, si vous avez remarqué, l'espace 8 mois n'a pas connu la crise. De 2012 à 2015, nous avons eu la meilleure croissance économique à travers le monde. Cette crise ne nous a pas affectés parce que nous n'avons pas pris ces créances pourries des États-Unis. Et comme nous n'avons que deux produits de base, les actions et des obligations, pour l'instant, je peux rassurer M. Kitoou et lui dire que pendant les 2 voire 3 prochaines générations, il n'y aura pas de crise. Monsieur Kitoou, vous êtes satisfait? Je suis satisfait et je remercie l'invité principal pour... Merci. On va passer le micro à quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser une question. Bon, ma question à M. Touré. De par votre nom, vous êtes de confession musulmane. Est-ce que l'activité boursière ne va pas contre les principes de la religion musulmane? En un mot, est-ce que l'activité boursière est halal? D'accord, merci beaucoup. Mais qui vous dit que je suis musulman? C'est pas parce qu'on parle de Abdoulaye Touré. Non, mais je pense que le prénom ou le nom n'identifie pas, n'est-ce pas? Bon, de façon générale. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, pour revenir, Abdoulaye signifie esclave de Dieu, mais quand même je suis esclave de Dieu, bon, avec un grand D, hein, pas un musulman seulement. Ok, c'est une réalité, il y a le phénomène de finance islamique. Mais il faudra comprendre d'abord c'est quoi la finance islamique et vous expliquer si il n'y a que des produits qui sont haram ou pas. Pour comprendre la finance islamique, il y a 5 principes qu'il faut comprendre. Les 5 principes de la finance islamique. D'abord, 1. Pas de riba, pas d'intérêt. D'accord. Pas de harar.
Le harar, c'est la spéculation. Non, pardon, c'est l'incertitude. Pas de maïsir. Le maïsir, c'est la spéculation. Ça fait 2. Le troisième principe, pas de haram. Le haram, c'est ce qui est interdit. OK? Le quatrième principe, c'est l'investissement. Nous devons tous, qu'il y ait perte ou gain, nous partageons tout. OK? Le cinquième principe, c'est l'investissement doit s'endorser sur une activité réelle, pas comme les titres dont je viens d'expliquer le système d'utilisation aux États-Unis. Voici les 5 principes de l'islam, 5 principes de la finance islamique. OK. Qu'est-ce qui fait la force de la finance islamique? C'est, imaginez, on vous dit, c'est interdit d'acheter une option ou un titre non endorsé à une activité. Une option, entendez par là, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur qui donne droit et non une obligation à l'acheteur d'exercer ou d'acheter, qu'on appelle call, ou de vendre, qu'on appelle puts, à une date ultérieure, mais qu'on fixe maintenant. Ça, une option. Mais la finance islamique n'aime pas ce genre de produit. Sa force, et c'est le partage des gains et des pertes. OK? Très bien. Mais la faiblesse de la finance islamique, c'est quoi? Il n'y a pas une finance islamique. Il y a des finances islamiques. Vous savez, la force d'un système se mesure par la détermination de son maillon le plus faible. La faiblesse de la finance islamique, il n'y a pas, comme j'ai dit, une, mais il y a des finances islamiques. Il y a ce qu'on appelle les Shafites, il y a les Hanbalites, il y a les Malikifites, il y a les Hanfites. D'accord? Donc, il y a 4 finances islamiques. Donc, tant que la finance islamique ne s'accorde pas sur un système unique. On va aller directement. Est-ce que il a demandé, il a été précis. Est-ce que très bien. C'est le fait que vous portez un nom à contenance musulmane, est-ce que ça peut être préjudiciable par rapport au métier que vous faites dans le marché boursier? Non, non, pas du tout. Ça dépend des actifs que nous achetons. Nous achetons des actifs, par exemple, halal, des entreprises qui font des activités, disons, qui sont dans la légalité. Et aussi, il y a des obligations d'État qu'on appelle des soukouk, qui sont des obligations islamiques. Donc, il y a des produits financiers à la bourse que vous pouvez acheter et rester dans les principes islamiques. D'accord. Moi, je vous pose une autre question. Le fait de ne pas connaître les associés avec lesquels on traite dans cette histoire de bourse, valeur boursière, c'est l'intérêt qui importe, c'est-à-dire le gain. Est-ce que ça ne comporte pas énormément de risques? Bon, tout investissement, comme M. Kito l'a dit, a un risque. Mais vous investissez, vous savez dans quelle entreprise vous investissez. On dit que vous achetez une action d'une entreprise X. Et dans votre portefeuille, vous voyez le nom des entreprises. Donc, vous connaissez a priori l'entreprise. Et aussi, on vous dit d'ailleurs... Le nom, mais pas vraiment l'entreprise en tant que telle. Bon, je prends quand dirais-je, le secret de Warren Buffett. Il dit que je n'investis jamais dans une entreprise que je ne maîtrise pas. Donc, vous pouvez rester sur son principe, maîtriser une entreprise avant d'investir dedans. Lui, il n'investit que dans des entreprises qu'il maîtrise et qu'il comprend. Ça dépend de chacun et de l'objectif d'investissement et de gain de chacun. Sinon, on peut connaître l'entreprise dans laquelle on investit. On va passer le micro à quelqu'une, parce que je n'entends pas vraiment les jeunes dames parler. Et juste on va passer le micro rapidement. Elle m'a confié qu'elle adore les chiffres, elle aime l'argent, elle aime tout ce qui est finance. Donc, je suppose qu'elle a une question à poser pour s'enrichir, parce qu'elle dit qu'elle aime manipuler énormément l'argent. Donc, comment pouvoir avoir cet argent? J'aimerais savoir comment on fait exactement pour gagner de l'argent en investissant à la bourse. Du genre, comment ça se passe et tout. Rapidement, parce que ça vous intéresse. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent quand vous l'aurez? Je fais du shopping. Un peu de voyage, shopping? Voilà. Bon, en principe, pourquoi pas créer un business. Voilà, faire peut-être du commerce. Préparer aussi son mariage? Non, pas pour l'instant. D'accord. Monsieur Touré. Oui, ok, merci pour la question. Pour répondre à mademoiselle Akpo, je dois lui dire d'abord que le temps est l'allié de la performance en bourse. Il ne faut pas être pressé. Ok. Maintenant, pour gagner,
comme on a dit, lors de nos formations, nous proposons des stratégies qui lui permettront de faire une gestion très active de son portefeuille pour espérer avoir des plus-values. Parce que quand vous cherchez des dividendes, c'est en fin d'année et ça risque d'être petit. Mais quand vous gérez d'une manière très agressive votre portefeuille, vous pouvez avoir des plus-values, espérer avoir des taux d'intérêt vraiment grands. Mais quand même ne pas se presser, hein, d'accord, et investir et attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et 10 ans même. Voilà, 10 ans, pourquoi pas. Je connais même un qui a fait 20 ans avec un portefeuille, mais le portefeuille, je n'ose pas lui dire la constitution du portefeuille sur le plateau. C'est vraiment énorme. Et là, en ce moment, il pourra faire, comme il a dit, son entreprise et faire les vrais shopping en ce moment. Hein. On passe à une autre question. Oui, Kofi, Prince. Ce que je voudrais qu'on signifie sur ce plateau, c'est qu'il faut qu'on sache exactement combien est-ce qu'on gagne, comment on gagne et comment est-ce qu'on fait pour gagner cet argent-là. Donc déjà, je vais prendre 2 exemples rapidement de 2 personnes que j'ai connues. Il y a une première entreprise que je ne vais pas citer son nom, qui est entrée à la bourse il n'y a pas longtemps, le mois de février. L'action valait autour de 10 000 francs. Aujourd'hui, l'action vaut 60 000 francs. Donc, cela veut dire que la personne qui a pris une action à 10 000 francs se retrouve aujourd'hui avec la même action de 10 000 francs qui a une valeur de 60 000 francs. Donc, elle a fait une plus-value de plus de 500%. C'est vraiment énorme. Imaginons quelqu'un qui a mis 100 000 francs se retrouve à 500 000. Donc, c'est vraiment important. Et il y a une autre personne que j'ai rencontrée. Vous savez, je suis passionné par la bourse. J'ai rencontré ce monsieur qui m'a dit « Ah, mais toi, tu fais quoi ici? Tu es jeune comme ça et puis bon, tu viens à la bourse. » Vous voyez, donc je lui ai dit que je venais pour m'informer, pour avoir le bulletin de la cote et tout. Et il m'a dit « Mais c'est très intéressant parce que moi, je ne savais pas ce que c'est que la bourse. En 1999, je suis venu prendre des actions à hauteur de 1,5 million. Bon, j'ai déposé l'argent, je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était. On m'a dit « Bon, c'est quelque chose d'intéressant, c'est bon. » Donc, il a mis 1,5 million et puis, bon, il a oublié. Et en 2014, cela fait environ 15 ans, le monsieur se retrouve avec rien. Bon, il est ruiné, il n'arrive même pas à payer sa maison de 50 000 francs. Donc, il se rappelle qu'il avait déposé de l'argent quelque part. Donc, il va dans sa SGI et il demande à son gestionnaire de portefeuille, « Excusez-moi, madame, sérieusement, actuellement, c'est chaud. Même 50 000 francs, même, je n'ai même pas pour payer ma maison. Donc, je sais que j'ai déposé l'argent ici. Là. S'il y a 50 000 francs dedans, donnez-moi, je vais aller rapidement payer ma maison. » Vous voyez? Et la dame lui a demandé son nom. Il dit son nom. Elle regarde et voit dans son compte titre. La somme est vraiment, comme on dit, extraordinaire. Et elle était étonnée. Elle a essayé de revoir encore le type, demander son nom, sa pièce et tout. Le gars donne sa pièce. Il dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas l'argent, dites-moi, je vais partir. Et la dame dit non, c'est pas ça, mais la somme qui est ici, là, si je vous dis vraiment, voilà. Et là, de 1,5 million en 99, le monsieur se retrouve à 135 millions. Vous voyez, le monsieur est tombé évanoui. C'est le 3e jour. On lui a donné son argent et il a changé de maison, de voiture et tout. Et c'est ce monsieur que j'ai rencontré. Il m'a dit si à cet âge, on commence à s'intéresser à la bourse, c'est vraiment très intéressant pour nous. Voilà. Merci pour donc, votre ce que je voulais poser comme question, vous voyez, il y a cette opportunité-là. Et pourquoi la BFVM ne communique pas là-dessus? Pourquoi la BFVM ne nous dit pas, ne nous montre pas ces opportunités-là à la télévision? Pourquoi? Donc, comme M. Touré est dans le domaine, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication autour? Dans les médias. Ok, merci pour la question. C'est le reproche qu'on nous fait chaque jour. Hein. Mais la bourse est dans les médias. La bourse organise des séminaires. Mais ce n'est pas dynamique, ce n'est pas vivant. On ne sent pas sur, dans la place publique. On ne vit pas cela, même à la télévision. On ne voit pas les spots publicitaires qui viennent. Mais c'est pour ça aujourd'hui on est là. Voilà, vous commencez par Expression Jeune. On commence par Expression Jeune parce que voilà, c'est la cible principale sont les jeunes. Okay? Parce que vous êtes jeune. Oui, parce qu'on est jeune. Vous pensez que les jeunes, c'est une matière à pouvoir... Oui, effectivement. Le développement accepter cette histoire d'investissement. Oui, ils doivent accepter. Boursier. C'est possible, les Africains? Oui, c'est possible. Les jeunes Africains peuvent aujourd'hui le faire? Oui, effectivement. Comment cela? Comment est-ce que ce sera possible? Ce sera possible si et seulement si nous mettons en place les formations qu'il faut et l'information qu'il faut. Et
créer des produits qui répondent à nos réalités socio-économiques. Pas copier, coller seulement les produits des autres. Il faut qu'on crée des produits qui répondent à nos réalités. Et là, ce sera possible. Et c'est ce que nous avons commencé. On va prendre une dernière question pertinente et ce sera la fin de cette émission. Allez-y. Je voudrais poser la question à l'invité principal. Est-ce qu'aujourd'hui, il nous garantit qu'en investissant à la bourse, nous allons nous en sortir vraiment très bien et ressembler au monsieur qui a investi pendant des années et vraiment qui s'est vraiment bien en sorti. Qui est tombé dans les pommes là. Le monsieur de M. Kofi là. Oui. Ouais. Ok, merci pour la question. Je vous rassure, si et seulement si vous acceptez de patienter. Ok? Si vous acceptez de patienter et que vous acceptez de vous former et de vous informer, vous aurez plus que ce monsieur. Ça, je vous rassure. Pourquoi, vous savez, pourquoi je parle avec assez de certitude? Pour la seule et unique raison, la bourse s'est fixé un objectif d'ici 2021 d'être 3e en Afrique. Cela nécessite encore beaucoup de cotations. Et comme il a dit, quand il y a une cotation, c'est 10 000, 15 000. Et 1 an, 2 ans, 20 000, 30 000, ça peut aller passer qu'à 100 000. Ce sont des plus-values. OK. Et aussi, si vous n'êtes pas pressé, comme on le dit, vous n'êtes pas pressé, et en troisième lieu, la BRVM a sécurisé vos épargnes en disant qu'une action n'évolue pas plus de 7,5%. Et si on va sur ce principe, vous êtes rassuré que vous n'allez pas perdre de l'argent si vous n'êtes pas pressé. La patience, la formation, ok, et vous allez arriver et dépasser même le monsieur Kofi qui est tombé des pommes. Alors, comment, on va terminer avec cette dernière question. Alors, est-ce que pour vous, il est possible que le jeune s'intéresse à l'investissement boursier pour faire de cela un métier d'avenir ou bien pour pouvoir s'épanouir? Ce serait très intéressant pour la jeunesse africaine, particulièrement pour les jeunes ivoiriens. Oui. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Il y a des écoles. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles auprès desquelles, quand vous partez, on parle de monter des salles de marché. Donc, ça veut dire que ça vient. Faire de la bourse un métier, c'est un métier très passionnant, très passionnant. Mais aussi, vous pouvez passer par la bourse, pas faire de la bourse un métier, mais pour juste obtenir un peu plus de revenus ou ajouter plus sur votre salaire. Passionnant, mais également des inconvénients qu'on souhaiterait avoir. Pardon? Il y a des inconvénients aussi dans ce métier, comme tout métier d'ailleurs. Oui, il y a les inconvénients de la bourse, c'est surtout la cupidité ou l'empressement même de courtier. Si le courtier même n'est pas pressé et l'investisseur aussi n'est pas pressé, mais avec tellement de chiffres, vous ne durez pas dans l'investissement. La carrière n'est pas très longue parce que avec trop de chiffres, arriver à un certain niveau, bon, voilà. Comment on peut motiver les jeunes à pouvoir investir dans le domaine boursier? Ok, si tout jeune qui se dit, bon, il veut créer une entreprise ou il veut arrondir ses mois, il veut impacter ou participer au développement de son pays, il peut passer par les marchés financiers, principalement la bourse. Quand vous investissez à la bourse, vous avez deux apports. Le premier, vous participez à la croissance de votre pays. Pourquoi? Parce que vous investissez dans des entreprises qui font le PIB de votre pays. Donc, vous avez financé ces entreprises. Au deuxième niveau, vous êtes un investisseur, un épargnant. Et quand vous épargnez, c'est pour avoir des plus-values et des dividendes. OK? D'accord. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Touré Aboulaye. Okay. Et merci à vous, public. On va s'applaudir très fort. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que le sujet qui nous a réunis aujourd'hui est l'investissement boursier. Quel intérêt pour les jeunes? Je tiens à dire également merci à Ruth Amo Design pour la chemise design façonnable que je porte. Elle est joignable au 07 60 03 07. Merci, amis publics. Merci, amis téléspectateurs, amis jeunes. N'oubliez pas, la vie vous appartient. Prenez-en soin.